Bonjour. Amateurs de sueur froide, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez commenter, liker et partager. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la vie de Jean Harris, né le 27 avril 1923. Sa mère, Mildred, était une scientifique chrétienne et son père Albert, était ingénieur civil. Avec ses frères et sœurs, elle a reçu une éducation privilégiée et a été scolarisée dans l'une des meilleures écoles privées de Cleveland. Elle a fréquenté le Smith College, où elle s'est spécialisée en économie et a obtenu un diplôme magna cum laude. Certaines personnes l'appellent aussi Lordi. Jean a ensuite obtenu une maîtrise en éducation, à la Wayne State University. Peu après l'obtention de son diplôme, elle épouse un homme du nom de James Harris. James était un vétéran de la marine qui est devenu un homme d'affaires prospère. Le couple s'installe à Grosse Pointe dans le Michigan, où Jean travaille dans une école privée. Ils ont eu 2 enfants, David, né en 1950, et 2 ans plus tard, en 1952, un deuxième fils qu'ils ont appelé James. Lorsque les garçons sont adolescents, Jean et James se séparent. Jean a demandé le divorce sur la base de la cruauté de James. Il a accepté, mais a rétorqué qu'elle était également coupable de violence au sein de leur mariage. Ils ont divorcé le 23 février 1965, Jean a conservé la garde de leurs 2 fils. Pour continuer sa vie, Jean a trouvé un emploi mieux rémunéré en tant que directrice de l'école Springside, une académie pour filles à Philadelphie. En 1966, Marge Jacobson, une amie de Jean, lui présente un homme du nom de Herman Tarnauer, de 13 ans son aîné. Herman Tarnauer est né à Brooklyn, New York, dans une famille d'immigrants juifs, Harry et Dora Tarnauer. Connu de ses amis sous le nom de Hay, Herman avait 3 sœurs. Il a fréquenté l'université de Syracuse, et est devenu un médecin spécialisé en cardiologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a rejoint le corps médical de l'armée américaine, et a été promu major. Après la guerre, il a créé le centre médical de Scarsdale, et était bien considéré par ses collègues et ses patients. Il était connu pour être un célibataire ambitieux et engagé, qui organisait des dîners élaborés pour ses amis et patients fortunés. Herman et Jean avaient beaucoup de choses en commun, et après une histoire d'amour éclair, et à la surprise de ceux qui le connaissaient, Herman a demandé Jean en mariage au début de l'année 1967. Cependant, Jean ne se sentait pas prêt à s'engager avec Herman, préférant attendre que ses fils soient plus âgés, et aient terminé leurs études. Leur relation s'est poursuivie, et Jean a supposé qu'ils se marieraient un jour ou l'autre. Cependant, lorsque Jean se sent en mesure d'aller de l'avant dans leur relation, Herman change d'avis. Il lui dit qu'elle devrait voir d'autres hommes car il ne se sent plus capable de l'épouser. Malgré ce changement d'avis, la relation se poursuit, mais Herman sort également avec d'autres femmes. En 1977, Jean était devenue la directrice de la prestigieuse école de filles Madeira, à Washington D.C. Des amis impliqués dans le monde de l'édition ont suggéré à Herman de publier un livre documentant le régime alimentaire qu'il recommandait à ses patients. La philosophie nutritionnelle de base, qui consiste à réduire les glucides, à manger beaucoup de poissons gras, de viande maigre, de fruits et de légumes, et à réduire la consommation de graisse, de sel et de sucre, était nouvelle à l'époque. Lorsque son livre est publié en 1979, il est devenu immédiatement un best-seller international. Le régime médical complet de Scarsdale a fait d'Herman une sorte de célébrité et a contribué à sa richesse. À ce moment-là, Herman se rapproche de plus en plus d'une des femmes avec laquelle il travaille, Lynn Triforo, 37 ans. Elle est l'assistante de Herman, et a commencé son travail dans les années 70. Bien plus jeune que lui, elle entame une liaison avec lui. Quand sa liaison avec Herman a commencé, elle était divorcée. Lynn avait également 2 enfants avec son ancien mari, Nicolas.
Après avoir supporté ces autres femmes pendant des années, Jean devient particulièrement jalouse de cette jeune femme séduisante. Jean et Lynn sont devenues de plus en plus concurrentes pour l'attention d'Hermine. Jean commence à recevoir des appels intrusifs. Ses bijoux ont disparu de la maison d'Hermine, et elle découvre que ses vêtements sont couverts d'excréments. En supposant qu'il s'agit d'actes commis par Lynn, Jean se venge et commence à appeler Lynn constamment la nuit. Les relations entre Jean et Hermine sont devenues de plus en plus tendues. Cette situation, ajoutée au stress de son travail, commence à peser sur Jean. Elle est déprimée, et a du mal à gérer sa vie. Hermine lui prescrit de fortes doses d'amphétamine pour l'aider à surmonter ses périodes dépressives, de plus en plus fréquentes. Au début du mois de mars 1980, on découvre que 4 des meilleurs élèves de l'école de filles de Madeira ont expérimenté la drogue. Jean n'a d'autre choix que de les expulser toutes, une décision contestée par les parents. Dans l'état de fragilité de Jean, la détérioration constante de sa relation avec Hermine, ce conflit a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jean écrit une lettre, longue et décousue à Hermine. Elle se plaint de Lynn, et détaille à quel point il l'avait maltraitée, et le supplie de changer. Elle a posté la lettre, mais ensuite change d'avis, et décide qu'elle ne veut pas qu'Hermine la lise. Le lundi 10 mars 1980, Jean décide de parler à Hermine en personne. Elle monte dans sa voiture, et conduit tard dans la nuit pendant 5 heures, de son école en Virginie à la maison de Hermine. Jean, 56 ans, a un plan. Elle décide de voir Hermine une dernière fois, et ensuite elle mettrait fin à ses jours, dans l'un de ses endroits préférés. Jean utilise sa clé pour entrer dans la maison, et elle monte dans la chambre avec un pistolet de calibre 32, chargé. Ici, elle trouve Hermine qui apparemment est très distant et froid. Ce soir-là, la police reçoit un appel de la maison d'Hermine. Lorsque la police arrive, elle trouve Hermine mort, dans une chambre à l'étage, avec une Jean extrêmement désemparée, à côté. Un détective présent sur les lieux aurait déclaré que Jean lui aurait dit « C'est moi qui l'ai fait. J'ai vécu tellement d'enfer avec lui qu'il a couché avec toutes les femmes qu'il a pu. » Jean a été arrêté le jour même. Peu de temps après, ses frères et sœurs ont réuni les 40 000 $ nécessaires pour qu'elle soit libérée sous caution. L'histoire du médecin millionnaire et de sa maîtresse de maison fait la une des journaux. Le procès de Jean s'ouvre le 21 novembre 1980, au tribunal du comté de Westchester, à New York. Elle plaide la folie passagère, et prétend que la mort d'Hermine est accidentelle. Elle a expliqué qu'elle s'était rendue à la maison pour voir Hermine une dernière fois, avant de s'enlever la vie. À son arrivée, le caractère distant d'Hermine, ainsi que la vue du déshabillé et des pantoufles de Lynn, l'avait mise dans une colère extrême. Une bagarre entre Hermine et Jean a suivi, au cours de laquelle Hermine a été abattue de plusieurs balles. Cependant, l'accusation a rétorqué que Jean avait d'abord tiré sur Hermine, pendant qu'il dormait et avait continué à le faire, alors qu'il tentait de se défendre. La question principale était de savoir si Jean avait eu l'intention de tuer Hermine cette nuit-là. Après que le jury composé de 4 hommes et 8 femmes ait délibéré pendant 8 jours, le 20 mars 1981, il déclare Jean coupable de meurtre au second degré. L'équipe de défense de Jean a été fortement critiquée pour son travail pendant le procès. Les professionnels de la santé mentale, qui avaient traité Jean, n'ont pas été appelés à témoigner, et le fait que Jean n'avait plus de médicaments psychotropes qu'Hermine lui prescrivait depuis des années, dans les jours précédant le meurtre, n'a pas été mentionné au procès. Son équipe de défense a misé sur une stratégie du tout ou rien, qui n'a pas permis au jury d'envisager une accusation moins grave d'homicide involontaire. En définitive, il semblerait que la preuve la plus accablante soit venue de Jean elle-même, sous la forme de la lettre qu'il avait postée à Hermine, avant de lui rendre visite le 10 mars. Bien que la défense ait prétendu que la jalousie n'était pas un facteur dans la mort d'Hermine, la lettre qu'elle avait écrite et qui faisait plus de 10 pages,
montrait à la fois un manque d'estime de soi et une haine et une jalousie extrême envers Lynn. En avril 1981, Jean est condamné à une peine de 15 ans, et envoyé au centre correctionnel de Bedford Hills. Après un appel infructueux, Jean s'est efforcé de rendre sa vie en prison aussi productive que possible. Elle écrit son autobiographie, ainsi que 2 autres livres. Également, elle organise la bibliothèque de la prison. Elle donne des cours particuliers aux détenus, pour les examens du secondaire, et contribue à la création d'un centre, où les bébés nés de détenus pouvaient passer du temps avec leur mère. Pendant cette période, elle a également souffert de 2 crises cardiaques, après avoir subi un pontage, en décembre 1992. Le gouverneur de l'époque, Mario Cuomo, lui a accordé sa clémence pour raison de santé. Elle est libérée de prison 3 semaines plus tard, à l'âge de 69 ans. Après sa libération, elle a participé à la création d'une fondation qui a récolté des millions de dollars pour des bourses d'études, destinées aux enfants de femmes emprisonnées dans l'État de New York. Le 23 décembre 2012, à l'âge de 89 ans, Jean s'est éteinte dans son sommeil dans une maison de retraite, à New Haven, dans le Connecticut. Lynn s'est remariée en 1984 et a travaillé à Berlin Steel Company, jusqu'en 2006. Lynn Troforo est décédée le 11 mai 2020. Voilà qui conclut l'histoire de Jean Harris. Merci de laisser vos commentaires ci-dessous, je serai intéressé de les lire. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire vraie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez le mot millionnaire dans votre commentaire, ce serait très apprécié. Au revoir.